paysans, mais aussi élus, collectivités, et nous devons être acteurs et forces de proposition pour répondre aux enjeux climatiques. Et c'est essentiel pour préserver des lieux de vie et de production viables et vivables pour nous les travailleurs, mais aussi soutenables pour notre planète, pour nous, mais aussi et surtout pour les générations qui nous suivront. Les contours d'un nouveau schéma de résilience sont à trouver pour que l'agriculture paysanne réponde aux enjeux environnementaux et sociaux d'aujourd'hui et de demain. En Bretagne, on consomme 76 TWh d'énergie finale, issue à 45% du pétrole, 19% du gaz, 28% d'électricité, 6% du bois et 2% d'autres énergies. Parmi les secteurs qui consomment l'énergie en Bretagne, finale, c'est l'agriculture et la pêche pour 10%, l'industrie à 14%, les transports à 34%, le résidentiel et le tertiaire à 42%. Je peux passer la parole à Benoît Darlet, qui est éleveur laitier. Pourquoi vous avez mis en place un système de méthanisation à la ferme? La genèse un peu du projet, c'était qu'est-ce qu'on fait de notre lactosérum? On avait 3 grandes voies. C'est soit on le donne à boire aux vaches, ce qu'on faisait historiquement, qui marche, ça fait un peu plus de... Enfin, ça fait un équivalent... comme si on donnait des céréales, ça se calcule. Le problème, c'est qu'il y a potentiellement un risque sanitaire, et puis en plus, ça a le désavantage de faire plus de matière grasse, ce qui n'est pas forcément intéressant en fromagerie. Il faut trouver un bon équilibre matière grasse, matière protéique, mais il ne faut pas trop de matière grasse. Autre option, c'est les cochons. Soit on les élève directement, soit on envoie notre lactosérum dans une porcherie. Premier cas, on élève, ça nous faisait à peu près 80 cochons à avoir à l'année. Il faut un bâtiment, il faut des céréales, il faut des mains. On ne se sentait pas du tout l'énergie d'aller là-dedans. Et puis on n'avait pas la terre pour faire les céréales, si on suit une logique d'autonomie et de territoire. Après, livrer du lactosérum à des voisins, c'est du pétrole qui est brûlé pour trimballer de la flotte, hein, parce que le lactosérum, c'est essentiellement de l'eau. Donc voilà, et troisième grande option, c'est la méthanisation. Et c'est un sujet qu'on avait touché du doigt il y a plus de 10 ans, et à l'époque, c'est des sujets qui étaient traités par des boîtes assez conséquentes. Donc toujours des solutions, grosse ingénierie, pas du tout adaptées à des petites structures comme les nôtres. Et récemment, nous avons mis en place une station de microméthanisation pour traiter notre lactosérum. Je dis traiter parce que c'est à la fois un traitement comme un effluent, mais aussi on récupère le biogaz par cette occasion, qui nous permet de chauffer de l'eau chaude. Et cette eau chaude nous sert pour le process, chauffer les cuves, chauffer la machine à laver. Enfin bref, une grosse partie de l'énergie est produite via ce micro-digesteur. Et on en a profité pour faire aussi un digesteur à lisier, qu'on peut voir juste derrière. Donc, on a deux cuves, une à gauche pour le lisier et une à droite pour le lactosérum. Chacune a une biologie bien spécifique. On ensemence avec une bactérie spécifique qu'on a été récupérée dans un autre digesteur à lactosérum qui était à Toulouse, parce qu'il faut savoir que dans le Grand Ouest, on est les seuls à faire de la microméta, enfin de la méta en lactosérum. Le fait de faire du biogaz, forcément, c'était dans la perspective que l'énergie coûterait plus cher. L'énergie, par défaut, c'est une de nos préoccupations. Il fallait qu'on trouve une solution pour ne pas être dépendant d'une crise mondiale ou quoi que ce soit qui nous ferait exploser nos charges, quoi. Et on fait avec ce qu'on a sous la main. Donc c'est le lisier d'un côté, point barre, et après le lacto qui est là, quoi. On n'est pas obligé d'avoir une logique de se dire tiens, il faudrait qu'absolument je récupère la graisse de l'abattoir ou les tontes du village à côté pour que ça fonctionne, quoi. Il faut que ça fonctionne avec ce qu'on a sur le site. À l'origine, c'était un champ. Le premier truc qu'on a fait, c'est de planter. Parce que ça ne nous paraissait pas légitime d'avoir un no man's land sans que de l'herbe sans arbres. Donc, ce qu'on a fait au fur et à mesure de l'évolution du parcours et du bâtiment, on a mis des fruitiers, on a mis un peu de bastige, un peu de haute tige. On s'est dit que les étés étant de plus en plus chauds, il fallait qu'on continue en fait cette dynamique-là d'apporter en fait de l'ombrage sur la totalité du parc. Donc continuer à planter. Et on avait une autre problématique qui était la prédation aérienne sur les volailles. Donc tous les ans, malheureusement, quand on sort les volailles sur des durées assez longues dans la journée, nous c'est pas les renards qui nous embêtent, c'est la prédation aérienne, c'est les buses notamment. Et on s'est posé la question de, tant que les arbres poussent, de mettre un peu de relais en termes d'abris artificiels, puisqu'il y a une réglementation européenne qui nous impose d'avoir des abris sur les parcours. Et en discutant un autre jour, je ne sais plus, sur un salon ou un truc comme ça, on est arrivé à causer d'abris d'ombrières à volailles avec l'opportunité de mettre des panneaux solaires dessus, quoi.
Donc le deal de départ, c'était ça, c'était de se dire, ben ouais, si on trouve un truc qui est pas trop encombrant, pas trop déconnant, ben on va y aller. Donc dans les faits, on s'est tourné vers ça. C'est des ombrières qui font grosso modo 200 mètres carrés chacune. Esthétiquement parlant, il faut être très honnête, c'est très vilain, hein. Par contre, le gros avantage qu'on a, c'est qu'eux vont prendre en charge toute l'implantation aujourd'hui de l'agroforesterie sur le parc. Donc nous, pareil, là-dessus, on va choisir les essences, comment on dispose, et eux vont se charger de la logistique et de l'implantation. Donc l'objectif étant de les planquer définitivement. Voilà, l'origine en fait, du truc, c'est ça. C'est vraiment de trouver un palliatif pour les protéger quand elles sont sur les parcours, pour encourager les volailles vraiment à explorer le parcours, et quand il y a des gros coups de chaleur, de ne pas les encourager non plus à rentrer tout dans le bâtiment. Il faut absolument que ces trucs-là peuvent être dégagés à plus ou moins long terme. Aujourd'hui, moi j'estime qu'on ne peut pas accaparer du foncier, quel qu'il soit, avec des trucs comme ça, à grande échelle. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas reproductible à l'infini, loin s'en faut, quoi. Et par définition, il vaut mieux attaquer le problème par le côté sobriété que de se dire on va produire et on va faire de l'énergie sur des terrains agricoles. Il y a un sujet quand même énergétique assez important. Jusqu'alors, il ne se posait pas parce que sur les charges, les coûts dans l'exploitation, finalement, ce n'étaient pas les principaux postes. Il y avait d'autres postes qui étaient bien plus importants et qu'on suivait peut-être plus particulièrement. Et puis finalement, 2021-2022, on va dire à partir du mois de l'été, juillet-août 2021, jusqu'à on va dire août 2022, on a eu des coûts d'énergie qui ont été absolument délirants et qui ont causé de graves dégâts. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître ce sujet-là dans les fermes, mais ça vaut aussi dans les autres entreprises, hein. Vous avez parlé des entreprises alimentaires également. Je pense qu'il y a des entreprises qui ont vu arriver ce coût énergétique comme étant problématique pour la survie de leur ferme. Moi, je suis ravi aussi qu'il y ait eu des aides publiques qui aient permis cette réalisation et qui finalement accompagnent aussi le développement de la ferme. Et à la conf, forcément, on s'intéresse beaucoup à ces questions d'énergie. Ce qui nous semble important sur les fermes, bien sûr, souvent dans notre projet d'agriculture paysanne, c'est les questions d'autonomie, avec beaucoup de paysans sur le territoire. C'est hyper important pour arriver à peut-être diminuer notre consommation d'énergie. En face, on nous parle de robotique, génétique, numérique qui sont l'avenir. Plus on va aller vers ces systèmes-là, plus on va accélérer notre dépendance aux technologies, notre dépendance à l'énergie. Alors on n'est pas opposé à tout progrès, hein, on a tous un téléphone dans la poche, etc. Mais il y a quand même une vision du développement de l'agriculture avec lequel on est assez critique. Et notamment, on est très attaché à la question de souveraineté alimentaire et de production d'alimentation. Mais ce qui est très délétère, c'est qu'on a un système où on nous dit vous n'arrivez pas à vivre de vos produits agricoles, donc vous allez devenir des producteurs d'énergie. Et là, on est capable de nous faire des contrats sur 20 ans avec des prix garantis. Si on avait des prix garantis rémunérateurs sur 20 ou 30 ans en agriculture, déjà, on n'aurait peut-être pas besoin d'aller sur autre chose. Et puis, on part sur des projets quand même hyper délirants en termes d'investissement. Nous, en termes quand on parle d'agriculture paysanne, on parle d'autonomie des fermes. Et puis, l'autonomie de décision et de financement, ça nous paraît aussi important. Quand on voit des projets de méthanisation avec des centaines de milliers d'euros d'investissement, ce n'est pas les paysans qui vont le financer. Et puis après, la question de l'agrivoltaïsme. On a un rapport de l'ADEME qui dit que finalement, on a largement, mais plus que ce qu'il faut en toiture et en surface déjà artificialisée pour faire des panneaux solaires. Pourquoi vouloir en mettre dans les champs? En fait, aujourd'hui, on veut en mettre dans les champs parce que quelque part, ça coûte moins cher à installer qu'ailleurs et qu'on peut en faire des surfaces plus grandes. Et donc là, on se retrouve avec des gens qui ont pondu une notion d'agri-photovoltaïsme, mais cette notion, elle est quand même, y compris dans les décrets qui vont sortir et qui ne sont vraiment pas clairs, puisqu'on dit que l'activité agricole doit rester l'activité principale. Alors, il y a peut-être des projets où ça porte un plus sur l'agriculture, mais globalement, notre activité agricole, c'est quand même de faire de la photosynthèse à travers des plantes, et quand on les met sous des panneaux, il y a baisse de production, et là, les effets bénéfiques pour l'agriculture restent encore à prouver, et de toute façon, et puis dans les faits, on n'a pas besoin pour l'instant d'en mettre dans les champs, et c'est déjà quand tous nos parkings de supermarchés, quand toutes nos surfaces de toiture qui sont couvrables sont couverts, on verra à ce moment-là si on met des photovoltaïques dans les champs.